Culture Soccer. Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission. Mathias, on n'est pas chez toi là. Non, on n'est pas chez Coup Franc, on est bien chez Culture Soccer. Mais pourtant, je reconnais les têtes. Non, mais c'est pas vraiment ça. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Culture Soccer, le podcast. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, je reçois 2 des 3 joyeux lurons du podcast Coup Franc que vous connaissez très, très bien, je suppose. Donc, aujourd'hui, je suis rejoint par Mathias Van Alst qui a cru qu'il était chez lui, mais pas vraiment. Salut Mathias, ça va bien? Salut Adi, salut Quentin, bonjour à tous. Voilà, très content de te recevoir. C'est pas la première fois, mais ça fait très content de te recevoir à chaque fois que tu viens ici chez nous. Et pour la première fois, et j'espère pas la dernière, Quentin Parisis, rédacteur en chef de Québec Soccer. Salut Quentin, ça va? Salut Adi, salut Mathias, salut à tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Pour une première, on va voir comment ça se passe. Ah, ok, je suis en probation, ça a l'air. Mais bon. Tout va bien se passer. Bienvenue à vous deux. C'est très intéressant de vous recevoir. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à couvrir. On va parler bien évidemment de l'actualité au sein de la MLS, mais aussi, on va aussi parler des premiers matchs en MLS. On a choisi 3 matchs et je pense que ça va être un peu la formule pour le reste de la saison. On va choisir 2-3 matchs pour ne pas parler un peu de tous les matchs, sinon ça en fait trop. Et voilà, donc on va faire ça comme ça. Mais commençons en premier par l'actualité. L'initiative U22, donc l'initiative des joueurs de moins de 22 ans qui a été instaurée par la MLS et mise en place par la MLS. Mathias, qui de mieux placé que toi, qui est un des employés de la MLS, pour nous expliquer quelle est l'initiative U22 mise en place? Alors, l'initiative des moins de 22 ans, c'est pas très simple. Je ne peux pas commencer par dire c'est assez facile, mais l'objectif est très simple. Par contre, c'est pour encourager les clubs de MLS à avoir plus de joueurs de moins de 22 ans. Alors, je comparerais ça avec l'allocation monétaire ciblée, dont l'initiative était d'avoir plus de joueurs qui n'étaient pas aussi chers qu'un joueur désigné, mais qui étaient quand même déjà des joueurs qui avaient fait leurs preuves, qui valaient quelque chose, et que la MLS n'avait pas beaucoup en serrant à cette époque-là, et ça a très très bien fonctionné. Donc on va voir ce qui va se passer avec les moins de 22 ans. Et donc en fait, concrètement, ce que ça donne, c'est que chaque club va avoir 1 ou 3 espaces sur sa liste de joueurs, donc dans son effectif, dans ses 20 joueurs principaux, pour des joueurs de moins de 22 ans, qui ne compteront pas beaucoup, qui ne pèseront pas beaucoup dans le budget salarial, puisque vous savez qu'en MLS, il y a un budget salarial, ce n'est pas un plafond, il y a un budget, et que chaque joueur, en gros, pèse dans le budget pour la valeur de son salaire. Et là, en fait, ils pèseront seulement comme un jeune joueur désigné. Donc, même s'ils gagnent plus, il y aura une limite à ce qu'ils vont peser. Alors, je ne rentre pas dans les détails de qui peut y aller, comment, etc. Ce que je vais dire, c'est que il faut que le jeune joueur arrive évidemment dans cette catégorie avant d'avoir 23 ans. Donc, il doit avoir 22 ans ou moins lors de la saison en cours. Donc, si la saison commence, je ne sais pas moi, elle a commencé le 16 avril. Si le joueur a 23 ans le 18 septembre, ça ne marche pas. Et ça comptera plus longtemps après. Ce n'est pas seulement lors de ses 22 ans. Et donc, si le joueur à 20 ans ou moins, il pèse seulement 150 000 $ américains dans le budget salarial. S'il a 21 à 23 ans, il pèse 200 000 $, même s'il gagne plus, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ça permet aussi au club de recevoir davantage d'argent si le joueur est transféré à l'étranger. Après, il y a des règles, là, je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails, qui font que ces joueurs, on ne peut pas échanger ses places comme ça. Il faut que le joueur il reste il occupe une de ces places offertes au club toute la durée de son contrat. Donc, ce n'est pas pour aller chercher un joueur de moins de 22 ans, puis le laisser partir, et pas pour que ça devienne des portes tournantes non plus. Ce n'est pas du tout l'objectif de ce règlement-là. Donc, voilà, en gros.
Ouais, ben c'est ça, c'est assez compliqué. Mais tu as essayé de nous simplifier ça et tu l'as très bien fait, effectivement. Quentin, c'est un des objectifs de la MLS, hein, de Ouais. rajeunir un peu les joueurs qui arrivent en MLS. On a commencé à un moment donné, je sais, pour beaucoup de personnes, c'était un peu l'Eldorado des stars vieillissantes. Ce n'est plus ça. On essaye de changer tout ce qui est ce concept-là de ligue Eldorado pour les stars vieillissantes. On essaie de le changer. Est-ce que tu penses que ce genre de levier est intéressant pour les clubs de la MLS ou les équipes de la MLS et pour les joueurs aussi? Bah, en tout cas, c'est logique. Comme tu l'as dit, c'est dans la continuité de la politique établie il y a 3-4 saisons maintenant à peu près, et qui a été validée par certains transferts. On pense à Almiron et puis les quelques autres qui ont suivi, et surtout les nombreuses entrées de jeunes joueurs, notamment sud-américains, un peu d'Africains aussi maintenant. Donc il y a une certaine logique à ce que la MLS comment dire, son habitude à créer des règlements pour tout, pour rien, bon voilà, on le sait que la MLS a un des règlements les plus complexes dans le foot mondial, en ce qui a trait au budget, etc. Ça a des bonnes choses, puisque des avantages, puisque c'est sûr que par exemple les pertes sont peut-être moins délicates à gérer pour certains clubs de MLS que pour certains clubs européens qui ont dépensé sans compter, etc., etc. Après, c'est un règlement de plus, un règlement compliqué en plus, un règlement qui rend la MLS toujours atypique comme championnat. Donc, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients aussi, parce que les joueurs, peut-être, ne peuvent pas forcément toujours comprendre là où ils mettent les pieds quand ils viennent en MLS. Déjà que les choses aussi basiques, qui nous paraissent basiques pour ceux qui sont habitués à regarder la MLS, comme les échanges sans que le joueur soit au courant ou puisse donner son avis, ça a pu désarçonner certains joueurs. Ça pourtant c'est la base de la MLS. Je veux dire, c'est quelque chose de très courant en MLS, mais qui est pas du tout courant en fait dans le reste de la planète. Donc quand on est un peu plus spécifique tel que celui-ci, ça peut encore embrouiller les choses dans la tête des joueurs. Après, pour les propriétaires, pour la politique que veut mener la Ligue, évidemment, c'est une bonne chose, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est logique. Après, il faudra voir, comme pour tout règlement, la façon s'il peut être contourné, comment, quoi. On a un spécialiste du entre guillemets contournement à Montréal, il l'a expliqué lui-même de façon très honnête. Hein. Je ne mets pas du tout en cause l'honnêteté d'Olivier Renard, mais on sait qu'il faut savoir jouer avec les règlements. Il faudra voir aussi dans quelle mesure ça peut toucher les clubs, ce contournement. On l'a vu avec Miami dernièrement, voilà, l'imbroglio autour de Pellegrini. Je ne suis pas sûr que Pellegrini soit très satisfait des règlements de la MLS maintenant qu'il est à Fort Lauderdale. Donc, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça a une certaine logique et la MLS continue quand même d'être une ligue surpuissante vis-à-vis de ses clubs parce que il reste que c'est la MLS qui dicte le tempo par rapport à la vie des clubs et à la vie de la ligue, etc., ce qui est assez atypique là aussi. Oui, effectivement. Écoute, c'est une ligue qui a le contrôle et je pense que si on regarde un peu l'historique un peu des ligues à travers les États-Unis, je pense que c'est une bonne chose parce qu'à un moment donné, et plusieurs fois, c'est parti un peu de partout, puis ça a fait en sorte que la ligue a dû déclarer banqueroute et les clubs ont dû malheureusement quitter la ligue, puis ça a créé beaucoup de problèmes depuis la nuit des temps. Donc là, la MLS a choisi une autre façon. Oui, il y a beaucoup de règlements, mais je pense que c'est fait pour un peu encadrer le tout. Je reviens un peu sur ce que tu as dit, Quentin, parce que nos auditeurs sont peut-être pas au courant. Le cas de Mathias Pellegrini, c'est avec l'Inter Miami. Donc, il y avait 4 joueurs désignés, en fait. Il y avait Gonzalo Higuaín, Blaise Matuidi, Mathias Pellegrini et le 4e, Pizarro. et c'est Rodolfo Pizarro, le Mexicain. Ils étaient obligés le vendredi de se départir d'un de leurs joueurs désignés. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont contourné un peu le règlement. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont enlevé en tant que joueur désigné et ils l'ont prêté à un club de 3e division. Est-ce qu'il a accepté ou non, on s'en fout.
parce que c'est comme ça. Mais il est prêté en 3e division maintenant. C'est assez, je pense que c'est assez difficile. Par contre, faut préciser quelque chose dans le règlement de la MLS. Le salaire est encore payé par Inter Miami. Hein, donc, même si jamais il est prêté, il est encore payé par un Inter Miami. Donc, c'est assez bizarre. Et pour revenir un peu sur ce que tu as dit aussi, Quentin, je veux préciser par rapport aux difficultés des règles de la MLS. J'étais en conférence de presse avec Phil Neville de l'Inter Miami, puis j'ai adoré, on lui a dit comment tu t'adaptes à l'Amérique du Nord. Il a dit, écoute, le foot est universel, c'est la même chose. Par contre, c'est très, très difficile de comprendre les règlements. Puis heureusement que je suis bien entouré. Puis là, il a parlé de toutes les personnes qui l'entourent pour mieux l'expliquer les règlements parce que c'est quand même très compliqué pour des gens qui viennent de l'extérieur. Donc, je voudrais rajouter des petites choses parce que ce que Quentin a dit est très intéressant. Quand on réfléchit au règlement, en fait, il faut réfléchir à 3 niveaux. Il faut réfléchir par rapport au club et aux difficultés de comprendre les règlements. Finalement, ce qui nous, on s'en fout un petit peu, mais c'est quand même un certain travail, surtout quand il y a des gens de l'extérieur qui arrivent dans les clubs. Par rapport aux joueurs, et ça, c'est surtout le point en plus que tu as amené, Quentin, qui est très intéressant parce que pour le joueur et ses conséquences, finalement, les règlements pour le joueur, il ne doit pas forcément se sentir concerné directement par certains règlements, comme cette initiative des moins de 22 ans, finalement, tu remplis une place ou pas, mais il peut y avoir des conséquences pour lui. Et l'exemple de Pellegrini est très, très, très intéressant. Et pour les moins de 22 ans, finalement, quand tu signes le contrat, tu dis, j'occupe une place ou pas, mais si tu regardes un peu le règlement, et surtout, là, c'est le travail de l'agent, de dire, en fonction des places que tu vas occuper, etc., ça donne un petit peu un indice sur l'avenir que le club voit pour toi dans le club. Donc ça aussi, c'est des choses dont peut-être pas le joueur, mais en tout cas son agent doit prendre en compte et en discuter après avec le joueur. Et après, il y a le côté supporter. Et finalement, je vais revenir avec cette initiative des moins de 22 ans pour les supporters. C'est super compliqué, mais on s'en fout parce que ça change pas. Tu sais, les joueurs désignés, on sait qu'il y a 3 places. Ça, c'est quand même important parce que ça a une importance, mais les moins de 22 ans, il occupe une place ou il occupe pas de place, ça change pas grand-chose. Et l'autre chose que je veux dire par rapport à ce règlement, et toi, ce que tu as dit tout à l'heure avant par rapport à la complexité des règlements, il y a aussi un point, et cette initiative des moins de 22 ans nous le montre aussi, nous l'illustre parfaitement, c'est que la MLS évolue aussi au gré de ces règlements. Et ça donne finalement des orientations et des incitatifs au club. Parce que s'il n'y avait pas eu l'allocation monétaire ciblée, peut-être que les clubs, ils feraient comme avant, ils iraient chercher des joueurs au super draft, ils formeraient quelques jeunes, puis ils iraient chercher leurs vedettes, puis ils ne penseraient pas forcément à aller chercher des joueurs entre les deux. Ouais. Et donc là, la MLS a dit c'est important d'avoir des joueurs comme ça. Et si les clubs ne sont pas capables de trouver, si les recruteurs ne sont pas assez bons, les directeurs sportifs ne sont pas assez bons, vous n'avez qu'à en embaucher des meilleurs. Et on a vu ces derniers temps que les recruteurs et les directeurs sportifs en MLS, on a passé une coche. On a passé une coche, ils sont plus à l'aise pour aller chercher des joueurs. Et là, maintenant, la MLS dit il faut aller chercher des joueurs de moins de 22 ans aussi. On va vous donner un incitatif, vous n'êtes pas obligé, mais on va vous aider si vous le faites. Et donc là, maintenant, apprenez à le faire. C'est ça, exactement. Et ça hausse le niveau de la Ligue en général. Hein. On a parlé de l'allocation ciblée un peu plus tôt. Ça a haussé le niveau de la Ligue. Et je pense qu'avec cette initiative U22 aussi, ça va hausser le niveau de la Ligue. Pourquoi? Parce que tu vas amener des joueurs qui ont une certaine valeur, que tu vas peut-être pouvoir revendre plus tard, qui vont utiliser ça un peu aussi comme une sorte de tremplin pour aller plus ailleurs, même si c'était déjà le cas. Donc, ça peut être aussi très intéressant de ce point de vue-là pour convaincre qu'un directeur sportif puisse convaincre un joueur pour venir ici. Viens ici, je vais t'expliquer, tu fais ça. En tout cas, je te fais rentrer dans les U22. Quand tu ne feras plus partie des U22, dans 2 ans, tu auras 24 ans, tu ne feras plus, ou 23 ans, tu ne pourras plus faire partie des U22. À ce moment-là, ce sera parfait, tu te seras prouvé, puis on pourra t'envoyer en Europe ou ailleurs. Donc, il y a aussi, le directeur sportif doit jouer aussi avec ça, aussi en convainquant les joueurs du bienfait, en fait, de ce genre d'initiative. Donc, très intéressant, je pense, de la part de la MLS, qui continue à gravir les échelons, je trouve, de par ces initiatives-là, pour utiliser le même mot que eux, ils ont utilisé. Passons au second sujet. Et je pense que ce second sujet-là aussi, ça va créer un petit débat. La Ligue des champions CONCACAF, 5 équipes MLS qui participaient à cette Ligue des champions, 5 équipes MLS qui passent au quart de finale, dont, par exemple, Toronto qui élimine le champion mexicain. On ne va pas tous les nommer. Ceux qui suivent Culture Soccer en ont entendu parler lors de l'épisode précédent. On ne va pas rentrer dans les détails, mais juste en général,
j'aimerais avoir votre avis sur ce genre, sur ces résultats-là. Quentin, tu penses quoi? 5 équipes MLS qui passent au prochain tour et qui arrivent au quart de finale, c'est pas quelque chose auquel on s'attendait en fait. J'en compte que 4, moi, des équipes, non? J'en ai oublié une. Ah non, oui, 5, il y en a 5. Il y a Toronto aussi. 5. Pardon, en effet. Ça aussi, c'est dans la logique des choses. Sur ces 6 dernières années, je crois qu'il y a eu 3 équipes MLS qui ont atteint la finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF. Ouais. Sur les 6 années précédentes, il n'y en avait eu qu'une seule. Donc, ça montre quand même, la progression de la MLS. On le sait, on le dit souvent, mais ça le montre de façon concrète sur la scène continentale, sachant que plusieurs équipes ne sont pas passées loin. En fait, les équipes MLS qui ont atteint la finale ne sont pas passées loin de la gagner, globalement. Ensuite, disons que clairement, ça pose la MLS comme le second championnat continental. Avant, ils étaient quand même challengés par certaines équipes du Costa Rica, notamment. Et là, c'est plus vraiment le cas. Comment Philadelphie, ils ont croqué. Les équipes d'Amérique centrale en général, je veux dire, ont un peu plus de difficultés face aux équipes de MLS. Il y a un moment, la MLS va remporter une Ligue des Champions de la CONCACAF dans les années à venir, si c'est pas dès cette année. Parce que c'est dans la logique des choses, ça commence à poindre et on voit que le niveau se resserre avec le championnat mexicain. Il y a des équipes qui commencent à avoir une certaine constance aussi dans la performance. Je pense à Toronto. Toronto est là. Toronto avait fait une Ligue des Champions, une finale de Ligue des Champions. Donc la constance est un élément aussi important là-dedans. Et moi, ce qui m'a impressionné, notamment sur le match de Toronto, c'est que Toronto a eu une préparation difficile, un peu comme celle de l'Impact de Montréal, parce qu'il a fallu s'adapter à toutes sortes de choses. Et pourtant, Toronto s'est qualifié. Ils avaient aussi énormément d'absents. Bref, tous les voyants étaient à peu près au rouge pour Toronto. Et pourtant, ils sont passés contre un adversaire qui était quand même coriace, qui fait pas un excellent championnat, mais qui est quand même dans le premier tiers du championnat mexicain. Champion en titre, hein. Champion en titre. Après, d'une année sur l'autre, on sait que ça peut. Ouais. Mais ils sont champions en titre et ils demeurent quand même une équipe intéressante en championnat mexicain en ce moment. Donc les signaux sont ouverts. C'est assez. Moi, je suis assez impressionné. Après, il reste que, par exemple, América, ça reste un gros club et que ça risque d'être difficile d'aller enlever. D'aller sortir América, c'est Portland qui a hérité d'América. On va voir ce que ça donne. Mais c'est intéressant. Et là aussi, ça donne une certaine légitimité à la Ligue et à ce qu'ils ont entrepris parce que les résultats continentaux sont quand même là de façon concrète. Oui, effectivement. Mathias, est-ce que tu penses que, oui, c'est vrai, il y a eu juste une de ces équipes-là de la MLS qui a confronté un club mexicain? On sait que le Mexique, c'est un peu la bête noire, un peu des équipes de la MLS. Mais est-ce que tu penses que, malgré le fait que c'est juste une seule équipe mexicaine qui soit sortie par un club MLS, est-ce que tu penses qu'il y a quand même une sorte de progression? Ou est-ce que tu penses qu'on ne pourra pas parler de progression, et c'est ce que beaucoup de monde disent, on ne pourra pas parler de progression de la MLS si jamais la MLS n'arrive pas à éliminer toutes les équipes de la Liga MX et vraiment remporter une Ligue des Champions? On ne pourra pas parler de progression. Ça fait longtemps qu'on est un peu à on a atteint ce genre de plafond de verre où on n'arrive pas à dépasser. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat-là? Pas du tout. Pas du tout, parce que le plafond de verre qu'on n'arrive pas à dépasser, je pense qu'on le voyait un petit peu trop beau. Oui, les équipes de la MLS arrivaient à éliminer des équipes mexicaines, certes, mais souvent c'était perçu comme un exploit. Et moi, il y a vraiment 2 choses qui m'ont marqué de ces 8e de finale. La première, on va rester sur ta question, le côté mexicain, c'est que Toronto avait une équipe déforcée, elle n'était pas en forme de match, et n'était pas à son mieux quand même, et faisait face à León, qui, je ne vais pas répéter tout ce que Quentin a dit, et León a fait quand même un très bon match à l'aller, au retour, c'était pas terrible. Et Toronto est passé, et finalement, avant, on aurait dit, oh, Toronto, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, ils ont éliminé León et tout. Puis là, maintenant, c'est bien, ils sont qualifiés, c'est génial, c'est un exploit, mais on n'a pas fait tout un sac de patates comme c'était le cas par le passé, donc ça montre qu'il y a une évolution. Pour moi, ça, c'est déjà une évolution. Le fait que finalement,
un match entre un club de MLS et un club mexicain, ce soit peut-être pas 50-50 dépendant du club, des deux clubs, mais que beaucoup de matchs puissent être 50-50 et que le Mexicain ne parte pas forcément archi favori et que, bon, bah, si le club de MLS passe, ça rentre de plus en plus dans l'ordre des choses. Et ça, c'est déjà une évolution, une réelle évolution. Parce qu'un club de MLS qui passe et qui arrive en finale parce qu'il est surpuissant, comme on a pu avoir le Los Angeles FC, ou qui fait un exploit comme Montréal contre Pachuca, mais c'est exceptionnel. Mais là, ça devient de moins en moins exceptionnel. Et l'autre chose que j'ai noté aussi de ces huitièmes de finale, c'est la régularité des clubs de MLS, parce qu'il y en a toujours un qui faisait l'idiot, on va dire, au moins, contre un club plus faible et qui se faisait éliminer. On se souvient de Toronto contre les Panaméens, j'ai oublié leur nom, mais l'ancien club de notre ami Brown qui a joué à Montréal. Et ça arrivait tout le temps. Et là, ben, il n'y a personne qui a fait l'idiot. Il y avait des équipes qui avaient des matchs comme assez difficiles. On peut penser à Philadelphie qui a explosé Saprissa 4-0 au match retour. Atlanta a eu du mal. Atlanta, ils ont gagné leurs 2 rencontres, mais c'était pas facile. Mais Alajuelense, en face, était bon aussi. Mais Alajuelense, ils étaient quand même privés de beaucoup de joueurs lors du match retour en Géorgie. Et honnêtement, Atlanta, ils s'en sont quand même bien sortis, surtout en gagnant. Mais bon, après, même s'ils avaient perdu par un but d'écart, ça aurait été au tir au but. Donc, Atlanta, Alajuelense, je veux dire que c'était équilibré. Reste que les 5 clubs de MLS sont passés. Les 5 clubs de MLS ont fait le boulot. Ceux qui avaient un match difficile, ils ont gagné leur match difficile. Et ceux qui avaient un match facile, ils ne sont pas arrivés les mains dans les poches. Et il ne faut pas oublier que c'était le premier match compétitif de toutes ces équipes-là. Donc, très, très bien. Et ça, je pense que c'est des réelles progressions. Oui, effectivement, c'est vraiment des réelles progressions, comme tu l'as dit. Et je veux préciser un peu par rapport à la UNLC. Il ne faut pas oublier que cette équipe-là a été invaincue pendant 25 matchs avant le match contre Atlanta, le premier en tout cas. Donc, Atlanta a gagné 1-0. Et puis après, de nouveau, gagné 1-0 en Géorgie, mais tu l'as dit, avec beaucoup d'absents du côté de la UNLC. Ça reste quand même une bonne chose. C'est difficile de battre une équipe en confiance. Puis Atlanta l'a fait. Après, tu regardes un peu les quarts de finale, on en a parlé un peu plus tôt. Donc, on a maintenant Portland qui joue contre l'América, comme l'a dit Quentin un peu plus tôt. Atlanta jouera contre Philadelphie. Donc, il y a une possibilité, on est sûr d'avoir au moins un club de MLS en demi-finale. Après, on a Columbus contre Monterrey. Et puis Toronto FC contre Cruz Azul. C'est quand même des matchs très relevés. On va pas faire on va pas parler un peu des matchs, des quarts de finale. Je vais juste les mentionner à nos auditeurs. On en parlera dans des émissions prochaines, dans les émissions prochaines en général, et on va pouvoir amener quelques experts un peu du côté mexicain et ainsi de suite pour parler, comme on fait d'habitude, pour parler un peu de ces matchs-là. Mais voilà, donc c'est une bonne chose, je pense, pour la MLS en termes de façon générale, parce que je pense que tu as beaucoup plus de chances d'arriver à peut-être 4 semi-finalistes. C'est possible, hein? Tout est possible. On va essayer de rêver, hein? Donc pourquoi pas venir, ou bien une finale 100% MLS, ce serait quand même magique. Après, je pense que même si jamais on verra encore un club de Liga MX remporter cette Ligue des Champions encore cette année en 2021, il ne faut pas penser que, effectivement, encore une fois, les clubs de la MLS ont échoué. Ce n'est pas le cas. Il y a une progression nette, claire et nette du côté des clubs de la MLS. Donc, voilà pour ce segment-là. On va passer au 3e segment et le dernier segment de ce podcast, le retour de la MLS, le retour de la saison 2021. Enfin, très sincèrement, moi, j'avais hâte. Ça fait trop longtemps, j'avais besoin de ma dose de MLS. On est de retour enfin avec nos matchs et le soccer qu'on aime vraiment, en fait, notre soccer local. En premier, j'aimerais juste avoir votre avis. Est-ce que vous aussi, vous étiez aussi excité que moi? Et moi, très sérieusement, vendredi, j'ai du mal à me concentrer tellement je voulais voir des matchs de la MLS. Je ne sais pas si vous voulez, vous aussi, vous étiez en manque ou pas vraiment. Mathias, je vais commencer par toi. C'est pas compliqué. Vendredi, j'ai regardé les 2 matchs au complet. Et puis hier, j'ai regardé 3 matchs et demi parce que c'était difficile d'en regarder plus. Et quand je dis un demi-match, c'est parce que je regardais DC United, New York City. Et à la mi-temps, je suis passé sur Nashville, Cincinnati. Et quand c'était fini, j'ai regardé la dernière demi-heure de Nashville, Cincinnati. Donc, j'ai vu donc la moitié. Donc, oui, tout mon vendredi et mon samedi ont été occupés par des matchs de MLS et mon dimanche aussi parce que il y a encore 3 matchs. Et en plus, on peut en voir beaucoup sur TSN ici, hein, puisque les 3 matchs de dimanche sont diffusés. Il y avait un match vendredi et en plus des équipes canadiennes, il y avait aussi un match samedi. Donc, ça, c'est excellent.
Ouais, Quentin, pareil? Moi, je n'étais pas excité avant. Mais en fait, quand j'ai commencé à allumer ma télé, et en plus, on a quand même vu des beaux matchs ce week-end, il y a des belles confrontations, du rythme, etc., des beaux buts. Là, j'ai retrouvé le plaisir, en fait. Avant, je ne l'avais pas spécialement anticipé. Bon, c'était le début de la saison. Il faut dire, j'ai quand même regardé du foot cet hiver. J'ai suivi les championnats européens, etc. Donc, bon, j'avais eu quand même ma dose. Après, c'est vrai aussi que tout ce qui s'est passé à Montréal pendant l'hiver, l'ambiance un peu délétère autour du club, du rebranding, de ceci, de cela, avait un peu cassé la dynamique. Je ne sais pas pour les gens qui nous écoutent, mais en tout cas, c'est sûr que ça n'avait pas forcément été une magnifique promotion du championnat, etc. Parce que c'est ça, au-delà des transferts, au-delà de l'actualité, etc., c'est vrai que ça avait créé un petit peu un climat incertain, on va dire, mais le retour du championnat a finalement été très agréable grâce à la qualité des matchs globalement. Et quand même un élément aussi important, de voir un peu de monde dans les tribunes. C'était Oui. pas encore la folie et des grands soirs, mais ça a été un petit plus, on va dire, qui a fait que c'était cool et qu'on a vu le bout du tunnel là un petit peu. Ouais, ça donne de l'espoir Dans pour la beaucoup de suite. Hein. tribunes en plus. Dans beaucoup de Ouais. tribunes, parce que de tous les matchs que j'ai regardés, à part Montréal qui ne joue pas à domicile, donc ça s'explique, mais sinon il y avait du monde dans tous les stades que j'ai vus en tout cas. Ouais, vraiment. En tout cas, on a hâte de revoir toutes ces foules dans les stades parce que très sérieusement, là aussi, on a besoin de notre dose aussi de retourner dans les stades. Alors, on est tous les trois basés à Montréal, donc je suppose que nous aussi, on a envie de retourner au stade de notre ville. Donc voilà. Mais parlons un peu de. Je suis content que tu aies mentionné un peu, Quentin, tu aies mentionné un peu les transferts. Et le fait qu'on a suivi les transferts, on a suivi l'actualité et le rebranding, ainsi de suite. Je veux juste préciser à nos auditeurs que la période des transferts du côté de la MLS, elle est encore active. Le mercato d'hiver, on va l'appeler comme ça, il est ouvert du 10 mars jusqu'au 1er juin. Donc, il y a amplement de temps encore pour se renforcer pour les équipes dont les équipes ne sont pas du tout encore prêtes. Il y en a beaucoup qui ne sont pas encore prêtes, loin d'avoir leur effectif final. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le mercato estival aussi, entre guillemets, qui sera juste un mois plus tard, donc du 7 juillet au 5 août. Donc, c'est intéressant de savoir qu'il y a encore des possibilités pour les directeurs sportifs de venir et de renforcer leur effectif ou bien se débarrasser du bois mort, comme on dit. Donc, voilà pour les dates du mercato. On a eu plusieurs matchs, comme vous l'avez dit. Mathias, tu en as vu beaucoup. J'en ai vu beaucoup aussi. Quentin aussi. Donc, c'est intéressant. On n'allait pas vous parler de tous les matchs qu'on a vus parce que sinon, le podcast serait interminable. On en a choisi trois spécifiques. On va aller chronologiquement. On va commencer par le match de vendredi soir. En tout cas, heure de Montréal, c'était vendredi soir. Seattle, Minnesota. Le finaliste de l'année passée contre le finaliste de la conférence Ouest l'année passée, Minnesota, qui a été éliminé par Seattle. Donc, on attendait un peu ce genre de revanche entre ces deux équipes-là. La formule qu'on va utiliser, on va essayer d'aller de manière un peu plus concise, un peu comme on l'avait fait, Mathias et moi, pour ceux qui avaient écouté le podcast, on avait fait ça en MLS Blitz. Ce ne sera pas vraiment un Blitz, mais on ne va pas aller dans les grosses analyses parce que le but, c'est de parler des trois matchs. Donc, commençons un peu. Parle-moi un peu de ce match-là, Seattle-Minnesota, Mathias. Donne-moi ton avis. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là et ton analyse en quelques phrases? C'était un match de deux mi-temps, on peut le dire ça comme ça. Minnesota a largement dominé la première mi-temps. Seattle a largement dominé la deuxième mi-temps, sauf qu'il y a une des deux équipes qui a été beaucoup plus efficace puisque ça finit 4-0 pour Seattle, ce qui est un score totalement injuste si on se reflète sur les 90 minutes, honnêtement. Le premier but de Joao Paulo était sublime et je pense qu'il a fait toute la différence. Et puis, si vous avez joué au foot et que vous étiez quelqu'un qui aimait essayer de marquer des buts, je pense qu'on a tous essayé de marquer un but comme ça en contrôlant le ballon et en le reprenant directement du même pied pour envoyer une patate dans le but. Puis souvent, on a raté, on a même parfois raté le ballon ou alors on l'a juste à peine touché puis on se sentait ridicule. Mais bon, moi, j'ai même pas réussi à le contrôler, donc voilà.
Mais bon, un but magnifique, hein, allez regarder pour ceux qui n'ont pas vu le but de João Paulo, vraiment un contrôle, c'est vraiment et de envoler directement une reprise de volée parce qu'il ne touche pas le sol. Hein, on ne le fait pas, mais il devrait avoir le but et la passe décisive dans les stats pour ça. Tellement vrai. Ou bien un but à 4 points, comme un certain président l'a dit à un moment donné la dernière année, n'est-ce pas? Quentin, tu veux renchérir un peu sur cette analyse du match? Je suis d'accord avec Mathias globalement sur l'aspect du match à demi-temps. En tout cas, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ce match-là parce que, comme tu l'as dit, c'était la finale de conférence Ouest l'année dernière. Et ça avait été un match aussi assez enlevé l'année dernière. On se souvient, un but à la dernière minute, etc. Bref, ça avait été déjà, il y avait eu beaucoup de spectacles et de nouveau, il y en a eu beaucoup cette fois-ci. Donc, non, c'était un match agréable. Il y a vraiment rien à dire. Et comme il faut insister sur la performance de Minnesota parce que Minnesota, ça fait quand même 2 ans là qui font des belles choses avec une équipe qui tient vraiment la route et le score est sévère comme l'a dit Mathias, mais ça restera une équipe à suivre à mon avis cette saison. Oui, effectivement. Je pense que dans ce match-là, mon analyse rapide, en fait, dans ce match-là, il y a 2 tournants du match. Et je pense que tu as parlé d'efficacité un peu plus tôt, Mathias, et c'est là où dans mon analyse de la rencontre, c'est là où je reviens. Le premier tournant du match, c'est à la 36e minute. La passe magnifique de Reynoso, de Bebelo Reynoso, Emmanuel Reynoso, à Robin Lod. Robin Lod tire sur le poteau. Je pense qu'on était encore à 0-0. S'il y avait but ici, le match aurait été complètement différent. Et le deuxième, je pense, tournant du match, c'est vers la 51e minute. Où il y a une tête, je ne me rappelle plus de qui, du côté de Minnesota. Puis on voit Roldan qui sauve sur la ligne, ou sinon ça rentrait complètement dans le but. Donc là, il y avait une opportunité d'égaliser dans ce match-là. Je pense qu'à ce moment-là, on aurait vu complètement un autre match. Donc je pense que Minnesota, on regarde le score, pour ceux qui n'ont pas vu le match, ils disent « Ah, c'est fini, ils se sont fait détruire et ainsi de suite ». Pas vraiment, parce que si on regarde la physionomie du match, jusqu'à la 70e minute, ça aurait pu aller dans les deux sens, même si c'était 2-0 pour Seattle à ce moment-là, je pense à la 70e ou proche de la 70e. Je sais qu'à la 60e, on était déjà juste à 1-0 du côté de Seattle. Donc, je pense qu'il faut faire attention à la manière dont on voit un résultat. Il faut comprendre, et c'est pour ça qu'on vous dit souvent, regardez les matchs avant de donner vos analyses, et c'est effectivement ce genre de match qui est parfait pour ce genre de constat. Il y a un élément, il y a un élément Quentin. Important à Minnesota à mentionner, c'est quand même que Minnesota a perdu Molino dans une moindre mesure et Kei Kamara est plus là non plus. C'est sûr qu'au niveau offensif, Minnesota, ils vont devoir retrouver quelques automatismes et quelques éléments d'efficacité parce que ça, c'est important, tu l'as souligné, ils ont eu des opportunités et ils les ont pas concrétisées. Mais quand on observe les mouvements, c'est de joueurs et les transferts, quelque part, ça s'explique aussi un petit peu. Donc il va falloir quand même. Enfin, moi, l'autre, j'ai été un peu déçu de sa prestation. Oui, il a raté les occasions. Il n'a pas été mauvais, mais il a raté les occasions. Et ça, c'est quand même un peu dommage pour cette équipe-là. C'est ça, tu le payes cash. Mais Mathias, est-ce que tu penses que tu as été surpris du fait que, par exemple, Abila, qui est l'Argentin Ramon Abila, qui est supposé venir être cet attaquant efficace qui est supposé venir finir ce genre d'action ne soit pas dans le 11 de départ, ou c'est juste qu'il n'est pas prêt encore? Il vient d'arriver, il n'est pas prêt, donc c'est normal, il faut qu'il ait des automatismes. Et puis c'est un joueur assez particulier. Et c'est drôle parce que je voyais l'équipe jouer, puis j'ai regardé un petit peu sur Vision du jeu les stats d'Abila. Et l'équipe jouait pas forcément comme lui, il aime. Ça passait beaucoup par l'axe. Et Abila, en fait, c'est quelqu'un qui, puis j'ai discuté avec des Argentins qui le suivaient aussi, c'est quelqu'un qui a deux façons de jouer. En fait, quand ça passe par l'axe, c'est un peu une espèce d'Inzaghi, il se met toujours à la limite du hors-jeu. Et souvent, apparemment, en Argentine, il a une réputation, on l'appelle Monsieur hors-jeu. Et quand ça passe par les côtés, par contre, il aime bien être très, très, très haut. Et c'est ça, sur Vision du jeu, vous voyez que sur les buts qu'il a marqués avec 3 clubs argentins différents, il y en avait 44% qui étaient inscrits dans le petit rectangle, ce qui est gigantissime, quoi. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et quand Minnesota sera prêt à faire jouer Abila avec les autres, on verra. Mais maintenant, il ne faut pas oublier que les soutiens, parce que Quentin parlait de l'autre, qu'il a déçu. Moi, ceux qui m'ont déçu
mes flops en fait du match. Mon flop du match, c'est Dodson. Et Finlay aussi m'a déçu beaucoup. Il a touché énormément de ballons, mais très inefficace. Donc, c'est bien, mais il faut qu'il soit bien soutenu aussi devant. Et ça, je pense que c'était une des complications du côté de Minnesota qui fait que cette domination et ce beau jeu en première mi-temps n'a pas été concrétisé non plus. Ouais, après, on peut tabler aussi sur son entente avec son ancien coéquipier, Reynoso. Peut-être que lui va pouvoir, à ce moment-là, trouver une façon de le faire participer un peu plus. Mais en tout cas, comme on l'a dit, c'est pas un produit fini. Il n'y a aucune équipe maintenant en MLS qui est un produit fini, hein, parce qu'on est encore à la première journée. Et comme je l'ai dit, on est encore en pleine construction d'effectifs, que je trouve un peu bizarre du côté de la MLS, que le mercato dure aussi longtemps après le début de la saison. D'habitude, il y a un mois, mais là, il y a 3 semaines. Dans le cas de la MLS, il y a 1 mois et demi. Donc, c'est quand même une grosse différence de ce point de vue-là. Passons un peu au top et au flop. Tu as mentionné un peu ton flop, Mathias, mais je ne sais pas, tu veux en choisir un des deux? Parce que tu as mentionné Finlay et tu as mentionné Dodson. Est-ce que c'est Dodson? Ouais, je choisirais Dodson parce que Finlay, au moins, il a été actif. Dodson, on l'a vraiment pas beaucoup vu. Et mon top, tu en as déjà parlé tout à l'heure pour son sauvetage sur la ligne, mais c'est pas juste ça, c'est Roldan. Roldan, je trouve qu'il a fait un excellent match. Il a fait une très bonne première mi-temps aussi. Parce que parfois, tu as une équipe qui est un petit peu en difficulté et grâce au fait qu'il y ait un joueur qui soit bon, qu'il y ait de bonnes choses qui se passent, elle garde plus facilement la tête hors de l'eau. Et je pense que Roldan, il a aidé aussi Seattle à garder la tête hors de l'eau en première mi-temps et à faire la différence en deuxième parce qu'il a été excellent en deuxième mi-temps aussi. Donc, pour moi, ça a été un des joueurs du match. Christian Roldan, parce qu'il y a son frère. D'ailleurs, ils sont beaucoup trouvés, les deux. C'était assez impressionnant le nombre de fois on entendrait le commentateur dire Roldan, donne à Roldan. C'était assez fréquent. Ouais, comme quoi, la chimie est quand même innée du côté des deux frérots. Du côté de Quentin, j'aimerais avoir ton top et ton flop dans ce match-là, Seattle-Minnesota. Est-ce que tu es d'accord avec Mathias ou tu as d'autres choix? Ouais, globalement, je suis d'accord. Moi, je vais y aller de façon plus générale. La ligne d'attaque, en fait, à Minnesota, est à flop pour toutes les raisons qu'on a expliquées. Sur Roldan, c'est sûr qu'il a fait un gros match. On peut mentionner quand même les 2 buts de Rui Diaz aussi, quand même s'il a raté un penalty. Mais c'est quand même une performance intéressante. Mais le flop, ça reste, le top, pardon, ça reste du côté de Seattle. On l'a mentionné pour la Ligue des Champions et c'est valable pour cette équipe. C'est la constance dans la performance. Tu disais que il n'y avait pas de produit fini en MLS. Ils ont quand même perdu du monde, Svensson, ils ont perdu Jordan Morris, etc. Et pourtant, cette équipe-là, même si elle a traversé quelques vagues, ça a été difficile, ça a été un match âpre, etc. Elle a gagné 4-0, elle a été sûre de son fait. Voilà, une équipe qui a 11 qualifications en play-off d'affilée. Il y a comme une culture à Seattle qui continue de m'impressionner. Et même si quelques pièces maîtresses s'en vont, eh ben, la culture, elle est toujours là et la constance et le club est vraiment fort. Parfait. Donc, les tops et les flops généraux du côté de Quentin. Moi, je vais revenir un peu au spécifique et aller à l'individu. Et juste pour je pourrais nommer les mêmes personnes que Mathias, mais moi, je vais choisir Fredy Montero du côté de Seattle parce que je suis très sérieux parce que je pense que il a changé le match à lui-même. C'est grâce à lui que Seattle est passé d'une équipe qui remportait le match à une équipe qui a remporté facilement ce match sur le terme du résultat avec le 4-0. Il est à la construction sur le 3e but. Et c'est lui qui marque le 4e but. Il a été extrêmement remuant. Cette louche qu'il fait pour Roldan lors du 3e but, c'est magnifique. Et après, la reprise de volée pour le 4e but. Ça prouve qu'un joueur qui n'est pas en odeur de sainteté ou qui n'est pas très bon ailleurs, quand il revient chez lui, parfois peut un peu retrouver sa niche et peut retrouver un peu son niveau d'antan. Montero, ça a l'air que là, en tout cas sur ce premier match, il m'a impressionné parce que pour moi, et pendant longtemps, on pensait que c'était un joueur, malheureusement, qui était plus trop ça, mais ça a l'air qu'à Seattle, en tout cas, il a l'air à l'aise. Puis je veux souligner un peu son apport sur ce match-là et aussi pour faire un peu différent, comme je l'ai dit. Pour ce qui est du flop, du côté de Minnesota, et je pense, je veux parler de Brent Kallman. Le défenseur central qui était associé c'est qui le deuxième? C'était Boxall. C'était Boxall le deuxième. Kallman, il a 30 ans maintenant. Ça fait longtemps qu'il est à Minnesota. C'est un joueur qui a toujours été moyen, mais là, on voit que la progression de la MLS
a fait en sorte que ce joueur-là n'est plus au niveau. Souvent, il se fait dépasser. Souvent, il est plus, même physiquement, on sent qu'il est plus en forme. On a comme l'impression qu'il a même un petit ventre. Bref, je pense que Kallman, c'est vraiment pas ça. Il faut pas oublier que du côté de Minnesota, on avait des grands absents du côté de la défense. On a Ike Kamara qui est encore blessé, mais on a aussi j'ai dit Camara? Non, Ike Opara. Opara. Ouais, Opara. OK, pardon. Ike Opara, je me disais aussi, il y a quelque chose qui cloche dans ce que je dis. Ike Opara qui est blessé et on a Dibassi aussi qui n'était pas là non plus. Donc, les deux titulaires n'étaient pas là non plus. Donc, voilà, un petit point. Je vais vous laisser réagir parce que je suis sûr, je vois Mathias qui a envie de parler. Je vais vous laisser réagir par rapport au flop et au top et aux analyses de tout le monde. Donc, le mot de la fin pour ce match-là, Mathias? Bah, le mot de la fin, en fait, c'est pas par rapport aux analyses, c'est que je pense que ces deux équipes-là, le résultat ne reflète pas forcément leur valeur et il faudra voir sur le long terme. Et je dirais par rapport à Montero aussi, hein, un retour réussi, c'est bien, mais on va voir s'il tient toute la saison comme ça, oui, si c'est juste le fait d'être super content de retrouver des supporters. Ses supporters, il a eu une belle ovation. Osvaldo Alonso aussi a eu une belle ovation, même s'il jouait dans le coin adverse. Puis ça, c'était sympa aussi. Donc, même si le plus sympa, c'était quand même, comment il s'appelle, l'ailier droit de Dallas qui joue à Colorado maintenant, qui a posé sur la photo d'équipe de début de match de Colorado. C'était génial. Barrios. Barrios, voilà. Michael Barrios. J'ai oublié son nom. Ouais. Quentin, le mot de la fin? Non, tout a été dit. C'était un bon match. On peut passer à la suite. On passe à autre chose. Ben, moi, mon petit mot de la fin, en tout cas, faut faire attention. Ce match-là ne veut pas dire que Seattle est supérieur à Minnesota. Je ne pense pas que ce soit le cas. On verra et on fera les comptes à la fin, comme on dit. Mais ces deux équipes, je pense, qui sont très fortes et qui feront vraisemblablement les séries. Ou sinon, si c'est pas le cas, ben, ce serait une énorme surprise si ces deux équipes-là ne le font pas. Passons au prochain match. Le prochain match, c'était samedi, heure de Montréal, à 2h. Et c'était les débuts du CF Montréal, les débuts de l'histoire du CF Montréal, le nouveau club de Montréal qui a changé de nom et qui est passé de l'Impact de Montréal à CF Montréal et qui jouait contre son ennemi de toujours, le Toronto FC. Un match qui s'est fini par la victoire 4-2 de la part de Montréal. Je veux avoir votre analyse. Quentin, cette fois-ci, je commence par toi. Ton analyse de ce match-là, de la victoire de Montréal sur Toronto. Alors d'abord, a dit l'ennemi de toujours de Montréal, c'est Rochester. Je sais que maintenant on est au CF Montréal, mais que jadis c'était l'Impact et donc il faut savoir que l'ennemi de l'Impact c'était bien Rochester. Mais au-delà de ça, là aussi c'était quand même un bon match. Il y a eu beaucoup de buts, il y a eu de l'action. C'est sûr que je ne sais pas si j'ai un regard biaisé, etc. Mais je trouvais que il y a eu des matchs où ça allait un peu plus vite que celui-ci. Peut-être la chaleur a joué des tours à certains joueurs, etc. Malgré le fait qu'il y ait quand même du rythme, etc. Mais au niveau de la vitesse d'exécution, etc., il y a eu certains moments où j'ai trouvé que c'était moins rapide que certains autres matchs. Mais après, surpris quand même parce que j'ai sur la qualité physique de l'Impact de Montréal. Malgré tout, ils ont tenu tout le match. Je ne m'attendais pas à ça parce que le fait d'avoir une préparation et un groupe complet surtout, parce qu'il y a eu la quarantaine, il y a eu les internationaux, etc. Le groupe s'est retrouvé au complet il y a 2 semaines et ça m'a pas mal impressionné. Je pense que Jules Guéguin a fait un gros travail tout au long de l'hiver même pour obtenir un tel résultat parce que je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à une vraie grosse baisse de régime autour de l'heure de jeu de la part des Montréalais et ça n'a pas été le cas. Moins du côté de Toronto parce qu'ils avaient joué la Ligue des Champions, etc. Même si, évidemment, le match de milieu de semaine a peut-être un peu pesé sur les jambes. Là, on est toujours dans le... Est-ce que ça a été positif de jouer des matchs précédemment ou est-ce qu'au contraire, ça a pesé? Mais en tout cas, la fraîcheur montréalaise m'a impressionné. Sur les choix de Wilfried Nancy, il a choisi la sécurité. On a été quand même dans une formation proche de celle de l'an passé. Donc ça répond à une certaine logique, évidemment, puisque la préparation ayant été scalée, il a fallu gérer les automatismes et chercher ceux qui étaient déjà en place. Mais globalement, belle victoire de Montréal, ça reste clair. 4 buts, je veux dire, pas grand monde s'attendait à un festival offensif de la sorte, des buteurs différents, donc
Donc, un match intéressant. Un match intéressant. Effectivement, un match intéressant. Mathias, est-ce que tu rejoins Quentin? Oui, c'est un match très intéressant. Mon analyse, c'est assez simple, c'est que Toronto, honnêtement, avec ce qu'ils ont fait et avec les éléments qui leur manquaient, physiquement, ils étaient cuits et puis mentalement, ils étaient cuits. Ils pouvaient, je pense, difficilement faire mieux au niveau de leur capacité. Après, Montréal n'y peut rien, c'est pas leur faute. Et Montréal avait un contrat à remplir et c'était pas un petit contrat, c'était un contrat où il y avait 350 000 pages avec des clauses de partout. Et ils ont rempli toutes les pages et toutes les clauses. C'était très, très impressionnant. Quentin a parlé de la continuité. Il y avait la fraîcheur, il y avait le fait de tenir les 90 minutes. Il y avait le fait d'intégrer les nouveaux aussi, parce que oui, Wilfried Nancy, ça y est, il y en a qui se trompent et qui disent Impact au lieu de CF Montréal. Moi, je dis tout simplement Montréal, Voilà. c'est facile. Mais moi, je dis Thierry Henry au lieu de Wilfried Nancy. Alors, vous voyez, hein, on peut se tromper. Et donc, Wilfried Nancy, il a dit on va aller dans la continuité. Donc, il a tenu parole tout en intégrant des nouveaux, notamment Mihailovic dans un rôle libre. Il n'y avait absolument personne pour occuper un tel rôle l'année dernière. Miller, qui a quand même aussi fait son match à un poste, par contre, qui était un petit peu plus habituel. Il y a des demi-nouveaux comme Toy et Kiza qui, eux, devaient faire un pas en avant et devaient poursuivre leur intégration. Eux aussi, ils ont quand même fait un bon match. Donc, tout a bien été parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour que tout aille bien. Et oui, on peut parler des difficultés de Toronto parce que ça fait partie du match. Mais Montréal a fait son boulot et le score n'aurait pas pris de telles proportions si Montréal n'avait pas fait son boulot. Donc, si on regarde simplement dans l'assiette montréalaise, on ne peut être que content. Oui, effectivement. Hein. Montréal a fait le boulot que Léon n'a pas fait, hein, parce que c'était le même 11 de départ que Toronto a mis par rapport au match contre Léon. Hein. Il n'y avait pas de différence. Montréal a réussi à faire ce que Léon n'a pas réussi à faire. Donc, il y a quand même quelque chose de bon là-dedans. Après, il faut souligner toutes les absences du côté de Toronto. Hein. Altidore, Akinola, Mavinga, il y a Pozuelo qui est le plus important, je suppose. Mais Osorio, en tout cas, il y a une liste de 7, 8, 9 joueurs qui n'étaient pas là. Donc, il faut quand même souligner ça. Et je pense que ce qui m'a un peu moins plu du côté de Toronto, parce que je veux parler un peu aussi du côté de Toronto, parce que c'est quand même important de parler de l'adversaire. Et si on regarde un peu du côté de Toronto, on a comme senti que même dans les intentions de jeu, dans le système de jeu, il y avait des problèmes. Montréal a répondu tactiquement à Toronto sur la manière de jouer. Je trouvais que les points forts qui sont supposés être les points forts du côté de Toronto, ceux qui étaient supposés soulever un peu cette équipe de Toronto, n'ont pas réussi à vraiment s'imposer. On parle de Okello, par exemple, et de Bradley au milieu de terrain qui n'ont pas vraiment pesé sur la rencontre autant que ce qu'on attendait. Okello, c'est quand même un gros espoir de Toronto, mais aussi de la sélection canadienne. Hein. C'est un excellent joueur. On l'a presque pas vu dans ce match-là. Et aussi la frilosité de la défense. Oui, c'est vrai, on a Gonzalez qui est quand même supposé être la valeur sûre, mais Luke Singh, à côté, c'était pas trop ça. Donc, bref, c'était un peu difficile du côté de Toronto, mais comme tu l'as dit un peu, Mathias, c'est tout à l'honneur de Montréal qui a su presser là où ça fait mal. Hein. Ils ont su vraiment occuper les espaces laissés par Toronto. Et je veux dire chapeau bas à Wilfried Nancy, parce que Wilfried Nancy a très bien géré le match. Non seulement il a bien préparé son équipe, mais aussi il a bien géré le match. Il a su amener du sang frais quand il a fallu durant le match. Et je pense que c'est ça qui est important. Gérer le match en tant que tel, avec la chaleur, on en a parlé souvent. En fait, même sur Twitter, Eric, il s'est moqué de moi parce que je disais que le but avec les 5 changements, c'est d'amener de la fraîcheur. Et il a dit, ouais, je vais mettre la clim chez moi. Donc, bref, il a un peu mis la clim parce qu'il a fait rentrer, c'est là où il a fait rentrer tous ces attaquants de sur le banc, du banc, pardon, avec Johnson, avec Sejdic, qui sont rentrés en milieu de match. C'est intéressant. Je pense que c'est de bon augure pour le CF Montréal, en tout cas. Passons au top et au flop, les amis. Cette fois-ci, je commence par Quentin. Quentin, ton top et ton flop du match. Mon flop, je vais le donner à Bradley. Bradley qui fait une faute scandaleuse sur Broguillard. Honnêtement, il prend le rouge. Moi, je veux dire, il partait au but, l'homme Broguillard, quoi. Je veux dire, c'est une faute lamentable qu'il commet. Sur le but de Wanyama,
ceux qui sont sur les réseaux sociaux vont pas être étonnés de voir que le pauvre Bradley, physiquement, voilà, et puis il y avait aucune comparaison possible avec notre bon Victor, qui c'est vrai est quand même un solide gaillard, hein, on va pas se le cacher, mais Bradley déjà, j'ai trouvé qu'il avait connu une saison un petit peu difficile par moment l'année dernière, et j'ai peur qu'il il commence à décliner un petit peu, Bradley, avec tout le respect qu'on doit lui avoir, parce que même si c'est un joueur teigneux, etc., ça reste un grand joueur. Exactement. Exactement. Mais j'ai trouvé que Bradley était bon, était pas au top. Donc, il est au flop. Au niveau des tops, évidemment, à Montréal, on pourrait citer beaucoup de monde parce qu'il y a quand même il y a eu plein de choses intéressantes, des confirmations. Kyoto qui a été formidable, Toy qui a rené, c'est ce que comment oui c'est ça, qui a connu la résurrection sur ce match-là. Même Camacho, j'ai trouvé que Camacho avait fait quand même son rôle. Il n'a pas fait d'erreur. Exactement, il a fait son match, mais je vais le donner à Broguillard. Broguillard, il m'a beaucoup plu, évidemment dans son apport offensif, mais c'est rentré dans l'axe là, elles étaient vraiment très efficaces. Il a donné une passe décisive plusieurs fois, deux passes décisives. Il a provoqué le carton de Bradley alors que vraiment il l'avait passé aisément. Donc Broguillard, j'ai trouvé que c'est rentré dans l'axe, elle m'avait beaucoup impressionné. Mais comme je vous dis, Mihailovic aurait pu être cité dans les tops. Il y en a beaucoup. Parfait, donc Broguillard quand même. Ok, Broguillard quand même. Une petite tape dans le dos à Broguillard. Parfait. Mathias, je te laisse à toi pour tes tops et tes flops parce que, ouais, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Mon flop, moi, je vais le donner à Singh, qui a été digne d'un joueur de deuxième division de Ligue Elite du Québec. C'était catastrophique. Honnêtement, il a été très mauvais. Et en fait, la défense centrale de Toronto était très mauvaise. Alors, je sais pas, ce serait intéressant de voir comment Wilfried Nancy a étudié ça. Faut pas oublier le rôle de Laurent Simon aussi, qui faisait partie de cette défense centrale l'an dernier, qui connaît certainement ses forces et ses faiblesses. Mais il y a eu beaucoup de moments, et on l'a vu notamment sur le premier but et sur le but de Mihailovic, où il y avait un joueur de Montréal qui était très haut, puis il fixait les défenseurs de la dernière ligne de défenseurs de Toronto. Les joueurs de Toronto étaient figés. Tout d'un coup, il y en avait un autre qui débarquait derrière ou qui était tout seul. Mihailovic, on l'a vu, il était lancé, puis Gonzalez était complètement arrêté. Il l'a passé comme un train. Toy, lui, il était tout seul sur la gauche sur le premier but, puis les autres, ils étaient arrêtés, ils n'ont pas pu réagir, et Toy, il a marqué un très bon but après. Donc ça, c'était un gros problème de Toronto. Mais justement, on parle de Singh et de Gonzalez, et je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Adi, sur Toronto. C'est qu'il y a certains joueurs qui sont pas habitués à enchaîner les matchs. Alors oui, c'était le même le 11 contre Léon, mais moi, je serais pas prêt à dire que Montréal a réussi ce que Léon n'a pas réussi, parce que en fait, les joueurs de Toronto contre Léon, ils étaient prêts. Contre Montréal, ils n'étaient pas ou ils n'étaient plus, parce que tu as des jeunes qui sont pas habitués à enchaîner ça, et tu en as des plus anciens qui sont peut-être plus capable de les enchaîner. Et Quentin, tu parlais de Bradley, je pense que c'est un des meilleurs exemples. Tu disais qu'il commence à décliner. Déjà l'année passée aussi, je trouvais qu'il commençait à décliner. Puis là, ça continue. Donc, il ne faudrait pas qu'il joue l'année de trop, parce que ce serait dommage justement pour sa carrière et tout ce qu'il a fait pour Toronto. Donc, là, c'est un petit peu dur. Et puis, Singh, j'ai aussi, pour finir sur mon flop, je trouve qu'il nous a joué un match à la Victor Cabrera, en fait. C'est facile. Non, mais c'est vrai. J'ai pensé à Cabrera parce que contre Léon, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Et puis, finalement, et boum il devait tenir quelqu'un. Il devait vraiment empêcher les attaquants mexicains d'avoir des espaces dans un match où finalement ça jouait très, très bas et où c'était serré. Mais contre Montréal, Toronto ne savait pas comment jouer. Et c'est ce que Quentin a dit tout à l'heure aussi. Et toi aussi a dit, c'est cette équipe-là, en fait, contre Léon, c'était facile, ils avaient un plan de match, mais contre Montréal, est-ce qu'on attaque, est-ce qu'on est fatigué, est-ce qu'on doit récupérer, qu'est-ce qu'on fait? Ils ne savaient pas du tout s'ils voulaient garder le ballon, s'ils voulaient attendre. Ils se demandaient chaque fois un petit peu comment faire, alors que Montréal, lui, avait un plan clair et net. Et j'en viens avec ça à mon top. Moi, je vais le donner pour l'œuvre d'ensemble à Montréal. Je ne peux pas sortir quelqu'un du lot, il y a trop. Donc Nancy? Non, même pas. Tout le monde, parce que les joueurs aussi, ils ont répondu aux attentes sur le terrain. Ouais, c'est vrai. Tout le monde. Et Nancy avec. C'est ça, parce que je lisais des articles et c'est pas facile de titrer parfois. Et puis on disait
que Wilfried Nancy, ben, en fait, on le séparait un peu. C'était soit Nancy, c'était le chef, ou il était séparé du reste ou quoi. Non, non, il fait partie, ils ont tous fait partie de cette réussite-là, même s'il y a un joueur que je nommerai pas qui a été peut-être un petit peu en dessous du lot du côté de Montréal. Mais quand même, c'est vraiment une œuvre réussi dans l'ensemble. Les nouveaux se sont bien intégrés. Ceux qui avaient une marge de progression à montrer l'année passée l'ont fait. Ceux qui étaient bons l'année dernière ont confirmé. Donc, tout le monde a répondu aux attentes et je trouverais ça injuste de sortir quelqu'un du lot parce que tout le monde mérite les éloges. Ouais, ben, je suis complètement d'accord avec toi. Après, bon, moi, je me suis un peu plus prêté au jeu et j'ai choisi vraiment une personne. Pour moi, Kamal Miller. Kamal Miller du côté de Toronto, de Montréal, c'est vraiment le top. Pourquoi? Parce que je regardais un peu beaucoup ce que le monde disait par rapport à cette équipe, le 11 de départ, et puis tout le monde mettait Kamal Miller sur le banc. Beaucoup de personnes mettaient Kamal Miller comme quoi, oui, c'est un remplaçant. J'ai lu des choses, mais vraiment aberrantes sur ce joueur-là, qui pour moi va être un peu la pièce maîtresse en défense du côté de Montréal. J'ai beaucoup d'estime envers ce joueur-là. Je trouve que c'est un joueur tellement sous-coté dans la MLS et je trouve qu'il est extraordinaire. Puis on l'a vu hier, non seulement il a été excellent défensivement, mais on l'a vu aussi très souvent couvrir Kiza, parce qu'on s'entend que les replis défensifs de Kiza, c'était pas trop ça. Il a souvent couvert et en plus, à un moment donné, ben, il a joué en tant que latéral gauche parce qu'il est capable aussi de jouer en tant que latéral gauche. Je l'ai trouvé tellement posé et maintenant je comprends pourquoi il est nommé co-capitaine de cette équipe-là. Je l'ai trouvé vraiment très fort dans ce match-là. Après, encore une fois, je veux faire différent de vous. J'aurais pu choisir Broguillard, j'aurais pu choisir tellement d'autres équipes. J'aurais pu choisir toute l'équipe comme a fait Mathias, mais je voulais souligner un peu l'apport de Kamal Miller. Pour ce qui est des flops, pardon, c'est drôle parce que j'essaie toujours d'avoir 2-3 choix parce que je me dis, bah, je veux faire différent des intervenants qui viennent au match, qui viennent à l'analyse. Ben, j'avais Sink et j'avais Bradley. Donc, vous allez chacun nommer un des deux. Mais je vais revenir avec Gonzalez. Je vais venir avec Gonzalez parce que pour moi, encore une fois, je ne veux pas taper sur le petit jeune Singh parce que c'est encore nouveau pour lui. Comme tu l'as dit un peu, Mathias, c'est difficile d'enchaîner les matchs. Il était là mercredi contre Léon. Il a fait un très bon match contre Léon. Puis là, il revient, il enchaîne un deuxième match qui est complètement différent. Peut-être qu'il avait un peu trop confiance, mais je pense que c'est là la responsabilité de Gonzalez de recadrer sa défense. C'est lui le vétéran, c'est lui qui est supposé recadrer son jeune coéquipier qui est à côté en charnière centrale. Puis je pense qu'il aurait pu mieux faire pour l'encadrer, peut-être le préparer mentalement avant le match, le replacer souvent ou lui dire, écoute, tu as fait ça, il faut faire attention, fais plus ça, fais ça. Et j'ai senti que Gonzalez n'avait pas un peu ce poids en défense. Il avait déjà du mal avec son propre match. Donc voilà. Voilà. Donc, encore plus, ce qui appuie mon point. Non seulement individuellement, c'était pas bien, mais même de manière collective, il n'a pas rempli son rôle. Donc, pour moi, c'est un gros flop du côté de Omar Gonzalez. Après, je suis sûr qu'Eric aurait nommé Bono sur le but de Kyoto, mais bon, il n'est pas là, malheureusement. Donc, voilà pour les tops et les flops. Le mot de la fin, les amis, et Mathias, je te laisse commencer le mot de la fin sur ce match-là. Bah, le mot de la fin, ça va être plus ou moins le même que celui du match précédent. Ça veut pas, il y a des choses à confirmer pour Montréal, évidemment. Puis j'ai trouvé ça d'ailleurs très bien, que ça sentait que c'était quelque chose qui avait été dit au vestiaire aussi, qu'on est très content de notre victoire, mais on a des choses à améliorer, il faut encore travailler. Puis de toute façon, on va voir l'évolution de cette équipe parce qu'il y a des joueurs qui sont pas encore prêts à jouer. Hein. On peut penser à Struna, Torres, Janssen. Quand tous ces joueurs-là vont être prêts dans le 11, ça va être très intéressant. Et du côté de Toronto, évidemment, ben, ça reflète pas du tout la valeur de cette équipe-là non plus. Une fois que tous les ténors seront de retour sur le terrain et qu'on aura le meilleur 11 possible, je pense qu'on va quand même encore avoir du plaisir avec cette équipe de Toronto. Mais il faut quand même penser à remplacer certains qui commencent à fatiguer. Effectivement. Quentin, tu suis la même logique que Mathias? Un petit moment quand même sur la performance de Waterman parce qu'elle va poser des questions par rapport à la composition de la défense. C'est clair que Waterman a été le maillon faible sur ce match à Montréal. Lent, mal placé, pas dedans.
pas dedans. Lent surtout, j'ai trouvé que ça avait été compliqué pour lui. Il faudra voir ce que Struna va donner pour la suite de la saison. Est-ce qu'il il va trouver sa place? Est-ce qu'il va être au niveau auquel on l'attend et pas forcément au niveau auquel il a pu jouer, c'est-à-dire un peu plus faible l'année dernière notamment. Ça reste une zone d'interrogation parce que pour le reste, Montréal a donné quand même quelques signes de continuité sur la volonté de jouer, etc. Donc, je dirais pour la fin, à suivre la performance défensive de l'Impact de Montréal, qui a quand même pris 2 buts aussi sur ce match-là. Il ne faut pas l'oublier, 2 buts, c'est quand même un nombre qui mérite d'être souligné et sur lequel il y a du travail. Ouais, effectivement. Après, bon, je veux pas non plus descendre Waterman. C'est sa 2e saison en professionnel, en tout cas en MLS, à ce niveau-là. Je pense qu'il va apprendre et je pense qu'en jouant, il va apprendre. Oui, ça a été le maillon faible. Je rejoins un peu Quentin. N'empêche, je veux pas non plus, je vois un peu des gens dire qu'il n'est pas au niveau, il n'a pas le niveau du tout, puis il devrait être complètement relâché par le CF Montréal. Je pense qu'on va un peu trop fort. Il a fait quelques bonnes choses et on l'a souligné. J'avais tweeté là-dessus. Je pense, Mathias, tu avais répondu aussi qu'à un moment donné, il sait bien, il sait qu'il est lent, il sait comment compenser le fait d'être lent. Après, et je pense qu'il a besoin encore d'un peu plus d'expérience pour un peu se mettre au niveau de la MLS. Mais effectivement, je rejoins un peu Quentin aussi, qu'effectivement, ça a été le maillon faible et c'est quelque chose à souligner. Je reviens aussi sur Toronto. Je pense que Toronto a besoin de ses stars, a besoin de tous ces joueurs-là. Au moins, je pense au moins soit Aquinola, soit Altidore. Je pense que ça va changer énormément dans ce match-là parce que Mullins, il a juste rien fait. Puis Peruzza, il est encore trop bleu. Donc voilà, il y a besoin de ça, il y a besoin du maître à jouer. Hein. Pozuelo, sans Pozuelo, c'est une autre équipe. Hein. Donc voilà, donc faut faire attention avec les conclusions hâtives par rapport à ce match. La saison est longue, c'est un marathon. Est-ce que Toronto a la profondeur pour arriver à la fin à une place respectable ou dans le top de la conférence Est? Ça reste à prouver. Est-ce que Montréal est aussi bon et va pouvoir perdurer sur la durée? Pas trop sûr. Il faut voir aussi, est-ce que tous ces éléments vont pouvoir être aussi bons à chaque match, à chaque semaine? Une chose qui est intéressante, c'est que la profondeur, elle est là. On a vu le 18 du côté de Montréal. Tu avais à peu près 6-7 joueurs qui auraient pu faire partie du 18 qui étaient laissés de côté, qui étaient vraiment pas sur la feuille de match parce qu'il y a trop de joueurs du côté de Montréal. Donc, c'est intéressant. Je pense que c'est quelque chose sur lequel Wilfried Nancy peut jouer. Passons au dernier match qu'on va analyser aujourd'hui. Le match entre LAFC et Austin FC, la nouvelle franchise en MLS, la franchise d'expansion, le all right de la MLS maintenant avec Matthew McConaughey comme ministre de la Culture. C'est intéressant parce que ça fait beaucoup de bruit du côté de Austin FC, une nouvelle franchise dans un marché quand même qui est très important du côté des États-Unis, du point de vue où c'est une ville qui se développe beaucoup et qui a vraiment un très bel avenir en tant que ville. Donc, il y a un gros bassin ici à exploiter. Donc, c'est ce que la MLS fait. Et d'un autre côté, il y a LAFC, celui qui avait cassé des millions de records en 2019, qui l'année passée a déçu en se qualifiant juste 7e du côté de la conférence Ouest. On attendait le gros LAFC. Votre analyse de ce match-là, Mathias, je te laisse commencer. L'analyse LAFC Austin. Si vous êtes endormi pendant la première mi-temps, je ne vous reprocherai rien. Et en fait, j'ai l'impression de regarder par moment un match de football américain. Il ne se passe rien pendant je ne sais pas combien de temps. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui essaye quelque chose. Ça ne marche pas. On recommence. Puis en fait, c'est ça. En plus, bon, il y a eu Vela qui est descendu. Le LAFC a manquait quand même de force vive devant. Donc, le triangle au milieu était pas mal. C'était la seule chose qui allait bien. Puis après, ils donnaient aux joueurs devant, puis ils essayaient. Puis de l'autre côté, tu avais une équipe d'Austin qui n'avait pas l'air de croire en elle, qui se disait, bon, on va résister, puis on verra bien. Puis ils n'ont pas essayé autre chose pendant, on va dire, 70 minutes. Puis en fin de match, là, ils se sont dit, on va essayer. Puis ils ont quand même forcé un peu le Los Angeles FC à reculer. Et là, le match est quand même devenu intéressant. Mais disons que si les deux équipes s'étaient forcées un peu à essayer autre chose, ça aurait pu être beaucoup mieux. Mais là,
ils auraient pu, comme on dit aux enfants à l'école, oh, t'aurais pu essayer un peu plus. Hein. Ouais, effectivement, je pense que comme on me le disait à moi à l'école, hein, il disait à mes parents, votre fils est intelligent, mais madame, il ne veut pas. Il ne veut pas. Donc, c'est à peu près ça, en fait, du côté de LAFC à Austin. Quentin, je te laisse avec ton analyse sur ce match-là, ton analyse sur un match qui, comme l'a dit Mathias au début, était un peu, un beau somnifère. Hein? Pas au début, ça a été un mauvais match. Ça a été un mauvais match. Il y en a, on a parlé des beaux matchs, du spectacle, etc. Puis c'était pas bon. Il se passait rien, manque de rythme, manque de volonté. Je rejoins là-dessus. Après, Austin, j'en attendais pas grand-chose. En fait, j'étais un peu curieux de voir ce que ça donnait parce que pas de recrutement clinquant. Oui, évidemment, il y a tout le tralala autour, on va l'appeler, qui donne un petit peu de peps à Austin, etc. Mais sur le terrain, j'avais aucune attente particulière. Je voulais voir, en fait, j'étais curieux. Et j'ai vu une équipe qui débutait, c'est-à-dire qui cherche avant tout à sécuriser sa base défensive, à trouver ses marques, à essayer de construire en fait son collectif. Et de ce point de vue-là, j'ai pas vraiment été déçu par Austin parce que j'attendais pas du football champagne d'Austin par rapport à ce contexte de début de formation, etc. Donc Austin a fait son match avec ses armes, avec son besoin de construire. Et l'AFC, j'ai été à la fois déçu et pas déçu. J'ai été déçu parce que j'en attends toujours quelque chose de l'LAFC. J'ai encore l'image de l'LAFC, justement, au contraire, spectaculaire, entreprenant, etc. Et c'est plus vraiment cette équipe-là. Et hier, ça s'est confirmé que c'était plus cette équipe-là. Ils ont rien tenté. Bon, après, sur le mercato, ils ont peu bougé aussi. Globalement, il n'y a pas eu énormément de mouvements à Los Angeles, donc il fallait pas non plus s'attendre à une révolution par rapport à ça. Ça a été décevant. Je vais avoir besoin de les revoir pour essayer de mesurer quelles peuvent être les véritables ambitions de LA parce que hier c'était pas terrible et on vit encore un peu avec l'espoir que le LAFC est une équipe qui va nous donner beaucoup de plaisir, mais sur ce qu'on a vu hier, on est en droit d'en douter. Ouais, écoute, je vous rejoins un peu les deux, mais je vais quand même mettre le contexte. On s'entend, on va parler, je pense, à un moment donné, de Vela qui a joué juste quelques minutes dans ce match-là et qui n'a pas pu jouer le reste du match. Mais aussi, l'absence de Diego Rossi, elle est, je pense, extrêmement importante dans ce match-là. Donc oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu le LAFC, le football champagne de LAFC, comme tu l'as dit un peu plus tôt, Quentin. Mais bon, aussi, encore, on avait de gros éléments qui n'étaient pas là. Curieux, j'ai trouvé curieux que Bob Bradley fasse confiance à Sisniega dans les buts à la place de Vermeer, le néerlandais. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe dans la situation de gardien, mais il y a aussi encore une interrogation. Vermeer n'était même pas sur le banc, si je ne me trompe pas. Hein. Non, il n'était même pas sur le banc. Il n'était même pas sur le banc, ce qui est un peu bizarre. En tout cas, du côté des gardiens, il y a quelque chose, quelque chose qu'il faut un peu clarifier quelque part. Je pense que c'est important pour les fans, mais aussi pour les gardiens, de se préparer mentalement, c'est très important. Après, du côté d'Austin, écoute, pour un premier match, oui, comme l'a dit Mathias, c'était un peu difficile au début, puis après, ils ont commencé à essayer, mais je pense que ça vient un peu avec l'expérience, un peu, la confiance va grandir. Je pense qu'il y avait aussi ce côté où, ouais, on est les petits, on joue contre un des grands favoris, parce que LAFC, c'est un des grands favoris pour cette saison. Je pense qu'il y avait aussi un peu ce complexe d'infériorité, je pense, qui a joué dans ce match-là du côté d'Austin, mais je pense que cette équipe-là, malgré ce que beaucoup de monde disent en analysant la fait d'effectif de cette équipe, moi, je pense qu'il y a de belles choses, il y a de bons éléments dans cette équipe-là, pas pour finir en série, mais au moins pour pas finir bon dernier de la conférence Ouest. On est loin de, je pense, du niveau du bon dernier. Donc, on verra le point de vue de Austin. Vos tops et vos flops, cette fois-ci, qui veut commencer? Je laisse commencer celui qui veut cette fois-ci. Top et flop. C'est pas un cadeau cet exercice-là, en tout cas, sur ce match-là. Non, pas vraiment. Le top, je vais le donner à Baird. Baird du LAFC quand même, qui a marqué pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. Qui a des choses à confirmer. Il est devenu international américain il n'y a pas si longtemps. Dans un match difficile, un peu apathique, il a quand même su faire la différence et marquer un but. Donc, disons que c'est à souligner dans le marasme qu'a été ce match-là. Parfait. Et ton flop? Mon flop va à l'autre membre de la famille Bradley.
Pour ne rien changer, hein. Exactement. D'abord parce qu'il patauge, hein, on l'a dit, il patauge sur ça. Et puis sur Carlos Vela qui sort sans avoir rien demandé. Alors que justement, son apport aurait pu être conséquent sur ce match-là. Vraiment, il aurait pu faire la différence, mais au bout de 20 minutes, il s'est fait mal et Bob a pensé que c'était une bonne idée de le sortir. Et Carlos Vela s'est chargé de lui dire que c'était pas une bonne idée. Et donc mon flop à Bradley. Ouais, la scène cocasse, hein, parce que même en entrevue durant le match, parce que vous savez, en MLS, les entraîneurs sont interrogés en plein milieu du match, oui, ça arrive. Et il a dit, c'est mon erreur, je pensais qu'il ne pouvait pas continuer le match, mais en fait, il pouvait, donc c'est mon erreur, je l'ai changé en pensant qu'il était plus capable de continuer le match, mais en fait, voilà, donc énorme erreur du côté de Bob Bradley. Parce en fait, Vela fait un signe pour demander de se faire soigner et Bradley a pensé que c'était un signe pour demander de se faire remplacer. C'était une grosse erreur d'interprétation, mais là, quand même. Hein. Ouais, non, il faut le faire. Il faut le faire. En tout cas, à ce niveau, il faut le faire. Mathias, tes tops et tes flops? Mon top, c'est Atuesta. Atuesta, qui est un des rares joueurs, peut-être le seul du LAFC, qui a essayé pendant tout le match, qui a bougé, qui a été dynamique, qui a voulu apporter quelque chose. Et mon flop, je vais quand même le donner. Je sais que Quentin ne sera pas d'accord parce que je vais exactement contredire ce qu'il a dit tout à l'heure. Je vais le donner à Austin pour ne pas avoir cru en leurs moyens. Je pense que quand tu joues contre justement le grand favori, un des grands favoris qui est pas du tout à la hauteur, tu peux obtenir un résultat qui est fondateur pour la suite et qui peut te lancer. Et en plus, en fait, cette équipe d'Austin, elle a joué comme un promis, comme une équipe de D2 qui monte en D1 avec des joueurs qui n'ont pas d'expérience de D1. Mais pourtant, quand on voit le recrutement, et tu en as parlé tout à l'heure, Adi, il y a quand même des bons joueurs, un Ring par exemple, et il y a pas mal de joueurs qui ont de l'expérience en MLS ou ailleurs, qui ont quelque chose à montrer, qui n'étaient pas des bleus là-dedans. Mais ils ont paru justement comme collectivement douter d'eux et pour moi c'est un flop et c'est dommage parce que il y a du potentiel dans cette équipe là et je pense comme toi a dit qu'ils peuvent quand même être compétitifs et que ça va pas être une première saison à Minnesota ou à la Cincinnati. Ouais, on verra en tout cas, mais j'aime bien tes tops et tes flops. Très sincèrement, j'avais le même top que toi. J'ai pas pu mettre plus d'un seul joueur. J'aurais pu mettre Barrett, comme l'a dit Quentin, parce qu'effectivement, il faut la mettre au fond, puis il a réussi à le faire. Oui, avec une petite déflexion aussi hein, sur le tir, qui a quand même complètement changé la trajectoire du tir. Mais bon, ça reste quand même une bonne chose de la part de Corey Baird. Par contre, Atuesta, je pense, c'est vraiment, il a fait un match. Un très, très bon match au milieu de terrain. Puis je pense que c'est lui le vrai top de ce match-là. Après, pour le flop, j'ai voulu vraiment cibler, encore une fois, je cible beaucoup les vétérans parce que je trouve que les vétérans, pour moi, dans ce genre de match-là, c'est eux qui doivent encadrer et un peu aider tout le monde à pousser, à hausser de niveau. Moi, je dirais Matt Bessler dans ce match-là. Je trouve qu'il a été déjà fautif sur le deuxième but, hein, le deuxième but de LAFC, très fautif même. Mais je pense que c'était à lui de dire, OK, guys, poussez un peu, croyez-y. Et je pense qu'il y a pas un peu, il a manqué à cette tâche-là. Après, il faut dire peut-être qu'il est un peu rouillé parce que l'année passée, il jouait presque plus du côté de Sporting Kansas City. Donc, est-ce que c'est c'est une équipe qui va monter en puissance, Austin? Moi, je pense que oui. Je pense que c'était juste le baptême de feu qui était un peu trop un niveau trop élevé pour une équipe d'expansion comme ça. Mais je pense que c'est une équipe qui va pas être décevante cette année, en tout cas. On verra de ce point de vue. Quentin, le mot de la fin sur ce match-là? Bon, on peut passer au match suivant. En fait, hein, par rapport à ce match-là, c'était pas un indispensable à voir ce week-end. Mais ouais. Voilà. Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match-là, à part que je pense que la montagne a accouché d'une souris, comme on dit, n'est-ce pas, Mathias? On est content que ce soit fini. Effectivement, on est content que ce soit fini. Le mot de la fin de Mathias qui clôture un peu tout ça. Les amis, c'était tout pour ce podcast de Culture Soccer. En premier, je veux vous remercier chacun d'entre vous, Mathias et Quentin, d'avoir répondu à l'appel. C'est très, 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 très apprécié. Je vais vous laisser un peu donner un peu la manière de vous rejoindre, peut-être présenter vos projets. C'est le moment de plugger votre projet, celui que vous voulez plugger, si jamais vous voulez. Donc, je te laisse commencer, Quentin, parce que
c'est la première fois que tu es là, donc peut-être que le monde te connaisse un peu moins. Donc, vas-y avec, voilà, où on peut te rejoindre et quels sont tes projets. On peut me rejoindre sur Twitter. Je suis de plus en plus actif. Pendant longtemps, j'ai connu une période d'hibernation de 5 à 6 ans sur Twitter. Et bon, là, ça y est, je me réveille un petit peu. Donc, n'hésitez pas à m'interpeller, à me répondre, à me dire que j'ai dit n'importe quoi pendant le podcast. Ça me fera plaisir d'essayer de me défendre. Et sur mes projets, bah, écoutez, il y en a qui doivent le connaître, évidemment. Puis vous en faites partie. Adi, Mathias, Québec Soccer, bientôt de retour. Pour l'année 2021, Québec Soccer, le magazine depuis 1977, on continue, on perpétue la tradition. Ça devrait sortir dans les prochaines semaines. Restez connectés parce que ça va encore être 52 pages très très denses, beaucoup de reportages et des choses différentes de ce qu'on voit ailleurs en toute humilité puis simplicité et vraiment. Mais c'est en tout cas ce que je peux dire aux gens qui connaissent pas le magazine, c'est que c'est un magazine dans lequel on travaille beaucoup. On interroge beaucoup de monde. Voilà, donc abonnez-vous, c'est gratuit, c'est en numérique, quebecsoccer.ca. Donc, il y en aura plusieurs cette année et le prochain dans les semaines à venir. Mathias, ton tour de te plugger. Je vais me plugger aussi avec Twitter, comme Quentin. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter à Couffrand MLS, tout en un seul mot. Et puis pour les activités, il y en a beaucoup qui sont méconnues parce que c'est sur le site de la MLS et si vous suivez un petit peu mon compte Twitter, vous verrez tout ce qui s'écrit en français. Il y aura bientôt les règlements français aussi sur le site de la MLS. D'autres activités, vous pouvez aussi aller, je vous conseille d'aller sur impactsoccer.com si vous voulez des nouvelles du club qui ne s'appelle plus Impact, mais le site ne s'appellera pas clubdefootsoccer.com. Non, clubdefootfoot.com, pardon. Sinon aussi Vision du jeu, ça c'est parce que le site, lui, de nouveau, c'est juste la pointe de l'iceberg, mais il y a aussi des choses intéressantes qui vont apparaître là auxquelles je participe et auxquelles je contribue. Souvent, beaucoup de travail de l'ombre, mais énormément de travail quand même. Oui, bien sûr, un élément très, très intéressant, hein, vision de jeu. Je vous conseille de voir ça, beaucoup de statistiques, beaucoup de très belles choses. En tout cas, chaque fois que tu mentionnes vision de jeu, moi, je commence à avoir des chiffres devant moi, puis je trouve ça très, très intéressant. Donc voilà pour nos deux invités. Merci encore une fois d'avoir été là. À tous les auditeurs, merci d'avoir été fidèles. Et moi, je vais vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de Culture Soccer.